Eh bien, c'est C'est parti. parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Azurex au cours duquel nous allons parler de landing zone. Et pour cela, on accueille Benoît Sautière. Benoît, je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Benoît Sautière, je suis Senior Technical Officer chez Selenza. Comme j'aime à le dire, je suis un plombier du cloud qui officie sur les sujets cloud, landing zone, Kubernetes et FinOps. Et ça fait quelques années qu'on fait ça maintenant. Et finalement, avec un de nos clients, on s'est dit ce serait bien de causer. Donc, on a organisé un premier rec chez Selenza. Ça a fait ça le comble. Ce client s'appelle Sgib, banque d'investissement de la Société Générale. Et puis, petit à petit, on m'a demandé de leur jouer à Lyon, on m'a demandé de leur jouer à Nantes, et toujours pour le même profil, la population des décideurs. Pourquoi? Tout de suite, quand on a préparé ce Rex, on s'est rendu compte d'une chose, on était tous d'accord autour de la table, la solution, ce qui a fait que ça a marché, ce n'est pas la technique. Ça, c'est la conclusion, mais ce qui fait que ça a marché, c'est autre chose. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ici, quels sont les facteurs de succès qui font que des projets landing zone aboutissent. Voilà. Top. Donc, beaucoup de choses à dire sur ces sujets. Volontairement, je ne rentrerai pas dans la technique. Pourquoi? Pour certains de ces clients, je ne peux pas en discuter à leur place. C'est leurs infrastructures et pour certains, ils considèrent que c'est un asset de valeur vis-à-vis des concurrences. Donc, ne vous attendez pas à avoir des schémas d'architecture, comment ça fonctionne chez eux. Vous aurez quelques insights, les mêmes qu'on a pu partager lors des meet-ups qu'on a fait avec eux, mais pas plus. Donc, j'ai beaucoup d'expérience dans le monde de l'IT, comme on peut le voir. J'ai été MVP pendant plusieurs années. J'ai commencé avec la gamme Forefront, j'ai continué avec Enterprise Security, j'ai continué avec Data Center, j'ai continué avec Azure, bien évidemment. Ça fait presque 8 ans maintenant que je fais de l'Azure. Longtemps que je fais de l'Azure maintenant, 5 ans chez Selenza, et plombier, comme je disais tout à l'heure, pour la simple et bonne raison. Réseau, sécurité, c'est des sujets qui me viennent d'on-prem pour moi, donc j'ai retrouvé les mêmes dans le cloud, donc c'est allé très vite. Il y a juste la culture DevOps que je n'avais pas à l'origine. OK. Et je suis coupable ou responsable, ça dépend quand ça marche ou ça ne marche pas, des projets de landing zone, et j'ai pris deux extrêmes. Un client, j'en en ai posé 4, et un client, on en a plus de 300 aujourd'hui. 389 si j'ai bonne mémoire, un truc comme ça. Donc tu es en train de dire qu'un client a 389 landing zones dans son écosystème Azure? Oui. OK. Donc, d'un côté, on a une approche, on va dire, industrielle, mais d'un certain niveau, et de l'autre côté, industrielle extrême. Et on va voir justement les deux extrêmes et voir ce qui s'est passé entre les deux. Il y a énormément de choses en commun. La stratégie, c'est ce qui manque généralement au projet Landing Zone. Et on va voir pourquoi ces éléments-là sont importants pour qu'ensuite, les gens qui s'occupent de la plomberie, comme moi, puissent délivrer une landing zone et que ça marche. Pour ceux qui sont connectés là, deux questions. Qu'est-ce qui fait que pour vous un projet landing zone réussit? Et c'est quoi les facteurs de réussite? C'est quoi vos métriques pour dire ce projet landing zone a réussi ou a échoué? Gardez la question en tête. On va y revenir plus tard parce que vous allez voir, ce n'est pas la technique. Ça, c'était la première découverte qu'on a fait en préparant justement tout ça. Alors, très rapidement, Selenza, on est un cabinet de conseil, 13 ans d'existence maintenant. Historiquement dans le développement, donc software engineering, très vite dans le cloud, depuis le tout début avec le PaaS. Avec la culture dev qu'on avait, c'était logique. La dérive ensuite a eu lieu vers data analytics, entre autres avec Databricks. Et nos derniers piliers arrivés, bien sûr, c'est l'intelligence artificielle, la sécurité et le petit dernier, Cloud Platform. Dites-vous une chose, tous ces sujets-là, on peut les adresser à travers les landing zones. Nous sommes aussi centre de formation Microsoft. Microsoft et agréé Calliope. On va tout faire comme ça. Selenza, ça fait longtemps qu'on existe, ça fait longtemps qu'on est partenaire Microsoft, donc ça fait longtemps qu'ils nous apprécient et ils nous le rendent bien, puisqu'on a quelques awards et reconnaissances de Microsoft. 2018, finaliste 2022, OK, et sur un bon nombre de sujets, et finalement en 2023, on a eu les awards qu'on attendait, à savoir sur Data IA et sur App Innovation. Derrière, en dessous, on va toujours retrouver de l'Azure, on va toujours trouver de la gouvernance et de la landing zone quelque part. Donc, j'interviens quelque part sur énormément de sujets. Stratégie. Pourquoi stratégie? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé à réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait partager à la Société Générale sur notre ex, parce qu'en 4 ans, on a réussi. Notre critère à nous, c'est que oui, on a réussi.
La réponse est fort simple. Si je devais donner quelques chiffres, plus de 150 applications en prod aujourd'hui, présent sur 3 plaques géographiques, seulement 15 personnes dans l'équipe, commencez à apprécier. Onboarding, les consommateurs, quand on leur donne une souscription Azure, leur application finit en prod 3 mois quand ça va bien en moyenne, 6 mois pour ceux qui sont lents, et le recordman, c'est 1. Avec une caractéristique pour ce client. Ici, la sécurité n'a jamais été un frein, mais un accélérateur. Ce qui est plutôt rare, parce que moi, sur les différentes missions sur lesquelles j'interviens ou je suis intervenu, alors on ne peut pas dire que la sécurité soit un frein, elle fait son travail, en tout cas, de prévention, je dirais. Mais c'est vrai qu'on est rarement avec une équipe sécurité moteur. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu constater dans mes Il y différentes, a une raison missions, à hein. ça et on va y remédier parce que justement, il y a une stratégie à ça. Alors, Société Générale sera un des sujets qu'on va aborder. Quand on a fait Société Générale, on avait une autre entité de la Société Générale qui s'appelle ALD, qui gère le leasing automobile dans le groupe Société Générale, qui nous a dit ce que vous faites, c'est vachement bien. Par contre, pour nous, c'est hors scope, c'est trop gros. Ce que vous faites, on va reprendre une partie, mais pas tout. Ben là, on voit qu'on est dans le même groupe, mais qu'on n'aura pas la même landing zone à la fin. Mais on partage beaucoup de choses. 2 cas extrêmes, Thales Digital Factory, sur lequel j'ai l'occasion de travailler aussi. Là, on a des succès et des échecs. On verra les pourquoi. Et enfin, le dernier Rex qu'on va parler, c'est showroom privé. C'est tout petit, showroom privé. Hein. J'ai dit 4 landing zones, c'est pas grand-chose. Mais bizarrement, ils partagent énormément des principes fondateurs qu'on a avec tous les autres. On va retrouver des assets communs, oui. On va retrouver des méthodologies communes, oui, mais surtout, quelque chose d'important, à savoir une stratégie. Parce que sans stratégie, la technique que vous pouvez poser ne sert à rien. Ça, c'est le premier axe. Et justement, la technique ne vous sauvera pas. Un indicateur pour vous, ce qui fait qu'une landing zone fonctionne, à mon sens, à moi, c'est qu'elle soit adoptée. C'est que vos consommateurs viennent et hébergent leurs applications. Et c'est qu'au bout d'un an, combien d'applications avez-vous en prod? Si vous estimez que vous avez atteint votre objectif, parfait. Si vous ne l'avez pas atteint, posez-vous les questions. Qu'est-ce qui fait que vos consommateurs soit ne souscrivent pas à votre produit, puisque c'est le sujet qui va arriver derrière, soit qu'est-ce qui fait que c'est si long? Il y a forcément une raison quelque part. On va essayer de les trouver. J'ai une petite question. Aujourd'hui, sur la mise en place, donc je suppose que c'est la DSI, on va dire globale, qui s'occupe en général de la mise en place de la landing zone, ou alors ça peut être, les équipes si elles sont On va autonomes? venir à ce sujet-là. Je suis contre le principe de l'armée de Mexicains. Alors la question c'est, est-ce que tu as déjà ou est-ce que c'est fréquent que les BU viennent taper à la porte de la DSI en disant: «C'est bien ce que vous avez fait, mais pourquoi ne pas mettre en place une landing zone?» et potentiellement que ça vienne directement de la BU et pas forcément de la DSI? Ou en tout cas de l'équipe qui chapeaute la partie Azure. Pas comme ça. Après, c'est les problèmes métiers. En cas de la banque d'investissement où les demandes étaient si élevées d'un point de vue sécurité, finalement, la banque d'investissement a fait sa landing zone à elle. Mmh. C'est ça qui a justifié ça. Il y avait un trop grand écart entre ce qui était proposé d'un côté et ce qui était attendu de notre côté. Et la stratégie qu'on avait était assez particulière, j'y reviendrai, et on n'avait pas le choix de faire autrement. Ça peut paraître, quand on connaît la technique, ça paraît extrême, mais quand on y est tous les jours, on s'aperçoit que ça marche. Alors, quelques contextes sur nos clients qu'on va aborder. Alors, j'ai donné les noms, maintenant vous connaissez. Un petit préambule sur les landing zones. On pense tous connaître, finalement, il y a quelques principes fondateurs qu'on a un peu oubliés et quelques secrets qui font que la technique qu'on va dérouler derrière, ça change tout. Et je vous donnerai quelques exemples. Quand on conçoit une landing zone, il faut toujours se poser la question, mais pour qui d'abord? Pour qui on conçoit une landing zone? C'est pas pour nous, pour se faire plaisir, pour la techno, hein. C'est que ça sert à un business. On le retrouvera dans la définition même de la landing zone. C'est là qu'on verra qu'il y a un petit problème. Cette notion de business, faut bien en prendre en considération parce que je n'ai pas les mêmes besoins. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Sgib et ALD font peut-être partie du même groupe, mais ils n'ont pas le même business, donc n'ont pas les mêmes contraintes, donc à la fin, n'ont pas la même landing zone.
Ce qui m'amène à la conception même de la landing zone. On va voir que c'est un produit. Qui dit produit, dit élaboration, dit aussi équipe, ce qui m'amènera au sujet équipe. Et enfin, quand on a tout ça, on peut commencer à s'attaquer au chantier et aux interactions qu'on va avoir avec les différentes équipes dans le SI de l'entreprise et qui vont nous aider ou pas à avancer, parlons de la sécurité, sur nos sujets et voir comment on peut adresser ça et comment j'ai adressé ça chez différents clients. Et enfin, un petit rappel sur ce qu'il faut aller lire pour les landing zones, parce que généralement on passe à côté, et un petit teasing sur à quoi ressemble techniquement une landing zone en version brique élémentaire et comment on peut commencer à l'assembler. Ce sera le teasing pour la session du mois prochain. Ok, c'est parti. Les contextes. Showroom privé, je commence par le plus petit. On se dit, showroom privé, c'est un site e-commerce, c'est facile. Oui, quand j'ai discuté avec eux au tout début, c'était en mai 2022, nous, on va sur Azure. OK. J'ai discuté avec l'équipe qui gère le site web, showroom privé, avec le DSI, avec l'équipe de Run. Et OK, votre destination, c'est Azure. Très bien. Et vous avez donc besoin d'un cadre pour poser votre infrastructure dans Azure. Ce qu'ils appelaient cadre, ça s'appelait landing zone. OK. En discutant un peu avec eux, on se rend compte que ce n'est pas une petite entreprise. Elle est présente dans différents pays, mais fait la majorité de son business en France, ce qui implique pour nous, il est logique de choisir un data center français. Voilà. Et un chiffre d'affaires conséquent. Et ça, c'est un point important parce que dans le monde de l'e-commerce, ils sont capables de vous dire qu'en cas d'indisponibilité du service à 6h, 7h, 8h, 9h du matin, ça n'a pas le même coût pour eux. Donc, ce n'est pas le même risque. Donc, eux, l'important, c'est la résilience et la fiabilité de l'infrastructure. Quand on voit le nombre de membres et le nombre de commandes, on se dit, OK, il y a du volume. Et je confirme, beaucoup d'employés, pourtant, derrière tout ça, il n'y a que 8 personnes. OK. J'ai collecté ces infos, pourquoi? Parce que moi, dans mon design, ça a changé ma manière de faire les choses. Je ne peux pas proposer la même chose à un showroom privé qu'à la SGIP. Vous comprenez, ce n'est pas les mêmes tailles d'équipe. Ce n'est pas les mêmes besoins, donc il faut s'adapter au business. Société Générale, aka Société Géniale quand c'est dans mon cerveau. Ici, vous connaissez tous la Société Générale. Bon. Il y a une stratégie cloud à la Société Générale, je ne reviendrai pas dessus, elle communique dessus. Si ça vous intéresse, il y a un meet-up fin du mois, comment on gère 400 clusters AKS dans nos landing zones. Vous verrez, on communiquera sur certains sujets, pas forcément la techno même, mais la démarche qu'on a retenue. Et j'officie plus particulièrement sur un périmètre particulier qui est la SGIB. Bon, quand je dis petit périmètre, c'est juste 10% de la banque. Oui, c'est la banque d'investissement, 13 000 collaborateurs présents dans 3 zones géographiques qui assure 2 métiers, la banque d'investissement et la banque de financement. Et dans certains cas, même si elles sont dans le même environnement, elles ne peuvent pas coexister, elles ne peuvent pas communiquer pour certains sujets. Cas concret, je suis la banque d'investissement, je prépare la session d'Orange, OBS par exemple, banque de financement, et de l'autre côté, moi, je ne peux pas acheter des actions Orange. Il y aurait conflit d'intérêt. Ce qui fait que c'est un environnement technique qui est fortement, auquel s'applique énormément de contraintes réglementaires. Alors, pour faire très court, ACPR, c'est l'organisme, c'est un des métiers de la Banque de France, je crois que c'est le métier 2 si j'ai bonne mémoire, qui vous délivre l'agrément bancaire d'être une banque ou une compagnie d'assurance. Comprenez que le perdre, c'est un peu compliqué d'un point de vue business. L'AMF, l'autorité des marchés financiers, c'est une société cotée. Le ECB, c'est la Banque centrale européenne. Vous comprenez pourquoi. Et la FIMA, c'est l'organisme de gestion des risques fédéraux à l'échelle fédérale américaine des États-Unis. Avec des contraintes extrêmes. Je vais prendre un cas très concret. Le risque data leakage aux États-Unis, ça s'appelle un crime. Si c'est un crime, il y a donc des conséquences si le risque data leakage est avéré. Le risque, c'est que le PDG de la banque ait un tôle. Donc, vous comprenez très bien qu'il y a des risques très extrêmes et qui se découlent jusqu'à l'informatique. Environnement excessivement exigeant. Certains pourront en parler. Si je devais citer quelques chiffres sur le projet FTPass auquel je participe encore aujourd'hui, on a commencé petit, 6 consommateurs. Déjà, il y a un truc, c'est qu'on a commencé avec 6 consommateurs. On concevait un produit avec des gens autour de nous qui ont été nos premiers consommateurs, nos premiers ambassadeurs qui nous ont dit « vous allez dans la bonne direction ou pas ?» Si vous concevez une landing zone sans avoir de consommateurs sous la main, je suis désolé, vous ne savez pas pour qui vous construisez. Donc, il faut forcément avoir ce premier pool de consommateurs. L'équipe était réduite, 10,
une équipe. Aujourd'hui, on est juste 15 et divisé en 3 équipes. Pourquoi? Plus l'équipe grossit, plus on devient de moins en moins agile, donc il fallait retrouver notre agilité. Et quand on voit les dates, on voit qu'on est allé très vite. Le millier de développeurs, ça fait longtemps qu'on l'a dépassé, je peux vous le garantir. 300 souscriptions, c'est vrai. Et quand on réussit aussi bien et qu'on est accompagné aussi par Microsoft, Microsoft suit énormément ce type de projet parce qu'il a beaucoup de choses à en apprendre. Et les problématiques qu'on a à notre échelle, on va dire que peu de clients les ont. Ça, c'est pour la technique. Voilà pour les clients dont on va parler. Maintenant, revenons au sujet landing zone. Tout le monde dit « je sais ce que c'est qu'une landing zone ». Pourtant, quand je demande la définition à quelqu'un, j'ai des définitions différentes. Alors, j'accepte des définitions différentes. Pourquoi? C'est par une landing zone pour votre business. Donc, ça ne me choque pas que tout le monde n'ait pas la même définition. On va y venir. Par contre, il y a quelque chose qui doit toujours ressortir dans cette définition. Ce que vous avez là, à droite, c'est la définition Microsoft. Donc, si je lis, les landing zones Azure sont le résultat d'une architecture multi-souscription qui prennent en compte pour un passage à l'échelle de la sécurité, de la gouvernance, du réseau, de l'identité. OK, ça, c'est la techno. Mais plus important, les landing zones permettent la migration des applications, leur modernisation et l'innovation à l'échelle de l'entreprise. OK, ce n'est pas un truc pour faire des POC. Il y a de la techno dedans, je suis d'accord. Là où je ne suis pas d'accord avec cette définition, c'est de l'ordre. On doit d'abord dire c'est un sujet business qui est une déclinaison technique. Et malheureusement, quand les gens lisent la définition de la landing zone, ils voient le sujet technique, ils se disent « Ok, je donne ça à un chef de projet technique, c'est un projet technique, je n'ai pas à m'en occuper moi en tant que manager. » Erreur. Parce que là, ça ne fonctionnera pas. Ce que vous avez à gauche, c'est la vision qu'on a chez FTPass. Le nom de l'équipe a changé entre-temps. C'est un avion, mais plus particulièrement, on se positionne comme un hub aéroportuaire. Voyez-nous comme un ADP, comme un aéroport de Paris, donc Charles de Gaulle, ou autre aéroport européen ou américain, comme vous voulez. Pourquoi? Nous, ce qu'on transporte, c'est les passagers. Et notre but, c'est de faire en sorte que les passagers embarquent le plus rapidement dans les avions avec leurs valises, le fret, tout ce qui va autour, et que tout ça fonctionne de manière totalement fluide, de telle manière que le workload, donc nous, le passager, passe plus de temps dans l'avion qu'au sol. Notre but, c'est qu'il se focalise uniquement sur une chose. Son besoin, c'est donc voyager pour nous. Plus il passe de temps en l'air, mieux c'est pour nous. Moins il passe de temps à gérer l'embarquement et tous les sujets annexes, parfait. Tout ce qu'on peut assumer pour lui faciliter la vie, on le fait. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais vous comprenez qu'on va assumer énormément de choses. Quand on nous parle de Cloud Adoption Framework, on arrive sur ce slide et je ne sais pas pourquoi, les gens s'arrêtent automatiquement ici. On va parler de landing zone, concept, design, implémentation. Parce qu'on pense que c'est un projet technique. Oui, je suis d'accord. Mais vous avez loupé juste 200 pages à lire avant. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous pousse à aller dans le cloud? C'est quoi votre driver? Le cloud, c'est gentil, mais il y a autre chose que de la lumière de l'autre côté de la fibre optique. OK, mais c'est quoi pour vous? Quelles sont les justifications business? Celles-là, si vous ne les avez pas, je vous souhaite bon courage. Comment vous allez vendre à un manager que pour lui, son workload qui se trouve à gauche sur le slide va passer à droite et que ça coûtera de l'argent? Il va falloir lui justifier. Qu'est-ce qu'il en attend, lui? Pour lui, c'est d'un côté du slide ou un autre. Mais c'est quoi le bénéfice? Il y a une justification. Il faut arriver à trouver ça. Si on n'a pas ça, on ne peut pas y arriver. Vous ne ferez pas toutes les migrations en même temps. Ceux qui m'annoncent qu'ils vont migrer 500 applis par an, j'y crois pas. Parce que vous allez vous apercevoir que l'onboarding prend du temps, les migrations prennent du temps, et les stabilisations aussi. Il y a un effet de masse, oui, mais après, à un moment, vous serez limité non pas par la techno, mais l'humain. C'est vous qui onboardez. Et vous avez besoin d'onboarder les gens pour leur expliquer. Côté planification, ce sera pareil, il faudra une organisation. Est-ce que vous serez une software factory, une digital factory? Il faudra vous former, oui, sur plein de sujets en plus, et préparer un plan d'adoption du cloud à l'échelle de votre entreprise. Qu'est-ce qui décide qu'une application va en cloud, et si oui, comment? Donc, il y a beaucoup de choses à décider avant de commencer à parler plomberie. OK. Ça nous a occupé déjà beaucoup, tout ça. Mais ce que font les gens, généralement, ils se trompent, ils commencent par le projet technique. C'est dommage. Pourtant, on a plein d'histoires, plein de références dans l'histoire qui nous disent on a déjà fait ce genre d'erreur, il ne faut pas recommencer.
Si je vous dis l'architecture doit être l'expression de votre temps et non un plagiat des cultures du passé, c'est de qui cette formule? Je donne un indice, c'est un architecte célèbre. En bâtiment, je parle bien évidemment. Alors, il est connu, période post-Seconde Guerre mondiale, c'est Charles-Édouard Genel-Legris, dit Le Corbusier. Ce qu'il a inventé, ce monsieur, dans la manière de concevoir les bâtiments, déjà, c'est l'introduction des structures en béton armé, la modularité, le concept d'écosystème dans le bâtiment et autour du bâtiment. Pour ceux qui connaissent un peu la cité radieuse, son bâtiment contient à la fois l'habitation, l'école, les commerces, les loisirs, tout était dans le bâtiment. Et sa manière de concevoir les choses était radicalement différente avec ce qu'on faisait avant. Rien que le fait d'instructure, rien que la modularité, le béton armé, c'était radicalement différent par rapport à ce qui se faisait réellement avant. OK. Dans l'informatique, dans le cloud, ce sera pareil. Si vous continuez à m'appliquer les mêmes principes qu'on-prem pour concevoir vos architectures cloud Azure ou AWS ou un autre cloud provider, ça va forcément aller à l'échec. Donc, il faut s'adapter et faire avec les outils de son temps. Il y a beaucoup de choses à en tirer. Traduit à l'échelle moderne, si vous regardez le bâtiment est une landing zone. Il est bâti autour d'un écosystème. Il y en a une partie qu'on maîtrise, d'autres pas forcément. Ici, dans le cas présent, l'écosystème, c'est le transport, l'énergie, l'eau. Le même bâtiment posé en plein milieu de la Beauce, sans transport, sans électricité, sans eau, je peux vous garantir qu'il n'y aura personne dans les bâtiments. Il n'y aura aucune entreprise qui va s'installer. Et donc, on va avoir les mêmes sujets côté landing zone. On va être responsable d'un autre écosystème à nous dans la landing zone, mais aussi de l'interaction avec les écosystèmes extérieurs. Il va falloir traiter ces sujets-là. OK. Ce qui m'amène à un sujet, ce que j'appelle, moi, résumé, l'armée de Mexicains. La loi de Conway existe depuis les années 60. Elle nous dit que les organisations ont malheureusement tendance, par contrainte, à produire des systèmes distribués qui sont des copies des structures de leurs organisations. Donc, plus votre organisation est complexe, plus vous allez produire des infrastructures complexes, peu de choses près. Et malheureusement, si vous appliquez ça au cloud, ça ne va pas aller. Pourquoi? Parce que vous allez avoir grand nombre d'équipes qui vont devoir communiquer entre elles et devoir collaborer. Dites-vous une chose, dans une équipe de 10 personnes, il faut déjà synchroniser avec 9. Si en plus, il faut synchroniser avec d'autres équipes, ça devient de plus en plus compliqué. Donc finalement, vous passez de plus en plus de temps à vous synchroniser, vous tentez de vous synchroniser pour produire, aller dans la même direction. Malheureusement, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et plus votre organisation est grande, moins ça marchera. On l'a vécu, nous, chez un certain nombre de clients. On est plus agile à 10 qu'à 100. Ça paraît bête à dire, mais on était capable de délivrer chez certains clients des landing zones en 4 mois. On était 10 dans l'équipe. On était incapable de faire ça beaucoup plus, simplement parce que déjà les notions d'organisation, de réunion, de meeting, d'alignement, est-ce qu'on a les mêmes alignements et les mêmes motivations? Ce n'est pas toujours le cas. La politique s'en mêle aussi souvent, malheureusement. Le grand secret des landing zones, ce n'est pas la techno. La techno, c'est autre chose, mais ce qui fait que ça marche, c'est que le consommateur, quand il vient dans le cloud, ce qu'il recherche, c'est la facilité du cloud, le self-service, l'agilité, très bien. Mais à chaque fois que vous leur donnez ça, en contrepartie dans l'entreprise, on essaie de mettre en place des règles de gouvernance. Réseau, sécurité, FinOps, ainsi de suite. Et le problème qu'on a, c'est qu'on sous-estime le fait qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Plus vous rajoutez du poids dans la balance côté gouvernance, plus il va falloir trouver un moyen pour rendre la chose supportable pour les consommateurs ou à la limite, prendre en charge le sujet pour eux. Je vais prendre le cas, par exemple, qu'on a à la SGIB. Le consommateur, il n'a en aucun cas la possibilité de créer ses propres clusters Kubernetes en portail Azure. C'est trop compliqué, il y a trop de contraintes, ce serait même techniquement impossible, plein de raisons. On a dit pas de problème, on va lui proposer un outil qui le fait à son compte. Parfait. Et avec cette approche, justement, on a résolu ce problème d'agilité. Le consommateur peut en avoir autant qu'il veut des clusters, ça, ce n'est pas le problème. Et en contrepartie, les règles de gouvernance sur les clusters, elles sont parfaitement appliquées, entretenues, et à l'échelle de 400 clusters, ça fonctionne. Donc, il faut trouver cette notion d'équilibre. À chaque fois que vous rajoutez du poids de côté gouvernance, trouvez un moyen de faciliter la vie du consommateur. Soit c'est de la techno, soit c'est de la doc, mais trouvez un moyen pour qu'il puisse toujours être agile et autonome.
Votre consommateur dans une landing zone, il va passer du temps sur son workload, sur son business, pas sur de la plomberie. Plus il passe de temps sur la plomberie, moins il passe de temps sur son business, moins pour lui, la migration devient rentable. Donc attention. Notre produit landing zone, il répond à un besoin exprimé par le consommateur. Et il faut bien se fixer sur le consommateur. Les besoins des consommateurs ne peuvent pas être exprimés par quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on a par exemple avec la sécurité. Nous l'avons vécu par exemple avec Thales. Quand on a été approché par la Thales Digital Factory, c'était pour concevoir les landing zones de la Thales Digital Factory pour le compte des entités de Thales. Vous doutez bien que derrière Thales, c'est plein de métiers différents. Vous oubliez la partie défense militaire, ça n'était pas chez nous. On reste sur les sujets standards. Mais le biais qu'il y a eu, c'est que toute la conception de la landing zone n'a été faite que à travers la vision sécurité. On l'a fait en 4 mois, ça a marché. Problème, au bout d'un an, on avait que 60 consommateurs. Donc 60 landing zones à l'échelle du groupe Thales. Il y a un truc qui ne va pas. On a rediscuté avec les consommateurs, on a pris en compte leur feedback, et on s'est aperçu finalement, qu'est-ce qu'ils attendaient eux? Ah, c'est pas une landing zone pour faire de la VM. Eux, ils voulaient faire du pass, ce genre de choses. Mais la connectivité on-prem, ils n'en avaient pas besoin. Donc, la contrainte qu'on s'est imposée de sécuriser à cause de la connectivité on-prem, elle ne servait pas à grand-chose. Donc, si on fait une deuxième génération de landing zone sans connectivité on-prem, est-ce que ça marche? Est-ce que les consommateurs viennent? Oui, ils étaient 240. Donc, bizarrement, c'est presque le même produit, on a juste retiré un morceau, libéré quelques contraintes puisqu'elles ne s'appliquaient plus. Et là, automatiquement, on a eu adoption. Si vous suivez un produit qui ne répond aux besoins de personne, il n'y a personne qui vient le consommer. Donc, on bien prendre en compte les considérations business, être clair ce que vous vendez à vos consommateurs. Dites-vous une chose, ils vont découvrir Azure, ouais, ils vont découvrir les landing zones. Ils pensent que ça pourrait ressembler à ça. Ouais, mais c'est quoi ça? Il faut être clair sur ce que ça fait pas, les contraintes, les limites qu'il y a actuellement, et peut-être c'est des sujets qui vont finir dans votre roadmap. Moi, ça me va, parce que si vous avez une roadmap que vous pouvez alimenter, vous justifiez le fait d'avoir une équipe. Parce que l'équipe, elle va faire vivre le produit landing zone. Une landing zone, ce n'est pas quelque chose qu'on pose et après, l'équipe se barre. Ça ne marche pas. On va devoir collecter les feedbacks des consommateurs, l'affiner cette landing zone, et au fur et à mesure, ça nous permet d'accompagner, d'avoir de plus en plus de consommateurs. Et très important aussi, il faut accompagner ces consommateurs pour bien démarrer. Nos premiers consommateurs, si je prends la SGIB, c'était nos premiers ambassadeurs. S'ils sont bien accompagnés, ils vendent à notre place. Je schématise, mais c'est presque ça. Et là, on trouve la première personne qu'on va avoir dans l'équipe Landing Zone. On est à la frontière de 3 sujets. Des consommateurs, de la technologie, du business. Félicitations, il me faut un product owner. On n'est pas encore dans la technique. Juste un product owner. Maintenant, pour quel business? Pour répondre à cette question, j'ai fait ça de la manière suivante. Je pose mes questions à mes différents interlocuteurs. Alors, pour des raisons de confidentialité, j'ai fait ça avec Showroom Privé, pas avec la SGIB, puisque je ne suis pas autorisé à partager ces sujets-là. Et à peu de choses près, j'ai toujours le même pattern de questions. C'est qui le consommateur? Qui va consommer ma landing zone? Là, celui qui m'a répondu, c'est la personne qui gère le run chez Showroom Privé, m'a dit, c'est moi et mon équipe de 8 personnes. Nous, on fait le build, on fait le run, depuis le data center jusqu'au workload Showroom Privé. OK. Donc, une équipe de seulement 8 personnes. Vous êtes au four ou au moulin, vous êtes en 3-8, 7 jours sur 7. OK, d'accord. Donc, quelque part, ça commence à me dire quelque chose. Bien. Votre business, c'est quoi? Moi, je connais le monde de l'hébergement un petit peu, mais est-ce que je connais le monde de l'e-commerce? Pas vraiment. Donc, je pose quelques questions. Oui, le commerce en ligne, c'est assez particulier, c'est très concurrentiel, il faut être très réactif. Il faut se poser la question où sont les clients majoritairement d'un point de vue business. En France, on a très vite trouvé quelle est la région Azure qu'on allait utiliser, France centrale, ça paraissait logique. Derrière, ce qui a été aussi décideur, très tôt est arrivée la question de la résilience, la fiabilité. Pour un acteur comme de l'e-commerce, 1 heure d'indisponibilité de son application, ça coûte très cher. Vous avez vu le chiffre d'affaires annuel, comprenez. L'ouverture du marché, pour eux, c'est 6 heures du matin. De 6 à 9, une interruption de service, c'est même pas un rêve. Ça ne peut pas arriver. Donc, il faut trouver le moyen d'être ultra résilient. OK. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller sur Azure?
ils opéraient leur propre data center ou louaient chez un hébergeur pour héberger leur propre data center. Et ils étaient compétents sur tous les domaines, depuis l'alimentation électrique jusqu'au serveur et workload. Parfait. Le problème, c'est qu'en se focalise avec une équipe si petite, ils se focalisaient plus sur le workload que sur la stack technologique qui est en dessous. Et leur conclusion a été, la stack commence à vieillir, ce serait bien qu'on commence à s'en occuper. On avait deux choix, soit on migrait, soit on transformait. On va voir que parmi les contraintes qu'on a eues, seulement 1 an pour faire ce projet de déménagement. On savait qu'on ne pouvait pas migrer, transformer en même temps. Donc, on a fait des choix. On va y venir. À chaque fois, moi, j'essaie de découvrir qu'est-ce qui fait que mon client va accepter ou pas mes choix de design. Quels sont ses critères d'acceptance? Alors, je titille un petit peu au début et je vois sur quoi il tilte. Dans le cas de showroom privé, c'était ces sujets-là. J'avais quelqu'un de l'IT qui me disait, moi, c'est qu'il faut que ça tourne 24/24 et il faut que le chiffre d'affaires continue de rentrer. Il faut qu'il n'y ait pas d'interruption. OK. Tu parles IT, mais déjà, tu es câblé 350% business. Très bien. Tu as une exigence de résilience, tu comprends que cette résilience coûte de l'argent. Très bien aussi, merci. Et tu as l'équipe faite pour ça. 3-8, l'astreinte, très bien. Et son discours dès le début était très simple dès le début. Je veux qu'Azure, et ce que tu vas me proposer, Benoît, soit simple à adopter, soit simple à utiliser. Mon équipe, elle gère le site e-commerce. Elle va gérer Azure à la place des data centers. Elle va gérer une stack technologique qui est sensiblement identique, mais je ne peux pas demander à mon équipe d'ingérer des quantités de technologie comme tu pourras me montrer la SGIB ou d'autres clients. Pour lui, c'est hors sol. Pourquoi? Parce que son équipe, elle gère un workload et pas des landing zones. Si vous avez une équipe dédiée pour gérer des landing zones, comme c'est le cas de la SGIB, très bien. Vous pouvez faire des choses très industrialisées avec beaucoup de technologie à l'intérieur. Ici, on ne peut pas faire ça. Parce que derrière, les landing zones, il faudra les maintenir, il faudra les assumer. Certes, ces 8 personnes savent faire de l'Azure aujourd'hui, il n'y a pas de problème, mais ils n'ont pas les capacités d'assumer une brique technologique beaucoup plus grosse. Donc, il faut en tenir compte. Il faut que ce soit performant. Pour vous donner une petite idée, à l'ouverture du service, l'Azure Firewall, il fait une pointe, on l'a flashé en excès de vitesse à 400 gigabits. Ça donne une petite idée de où il faut aller. Contraintes, si on migre de data center, c'est qu'on ferme. Si on ferme, on a des contraintes de temps, faut avoir migré à telle date. Autre contrainte aussi, liée aussi aux landing zones. Moi, je connais la technologie d'Azure, les landing zones, les principes, tout ça. Je connais le IaaS, il n'y a pas de problème. Est-ce que je connais le contenu des workloads? Non. L'équipe qui est là, elle est en place depuis plusieurs années, elle connaît ça par cœur. C'est son sujet. Le seul moyen de les aider, c'est de faire de la co-construction. Et on a travaillé là-dessus pour petit à faire en sorte que gérer leur workload dans Azure devienne le plus transparent possible. Et voire totalement transparent. C'est ce qu'ils voulaient avoir. Parfait. Dès le début, ils avaient réfléchi une stratégie de migration bascule. C'était une stratégie bascule. OK. Le jour J, on a tout basculé dans Azure. Ça a marché. Ça va. Une petite frayeur, mais ça a marché. Comment on peut les aider, ces gens-là? À adopter Azure rapidement. On leur a fait des accélérateurs, on leur a câblé des landing zones déjà presque toutes prêtes. Des sujets plomberie, réseau, sécurité, tout ça, c'est fait. C'est du Terraform, déployé par un pipeline Azure DevOps. OK, vous n'avez pas besoin de plus, c'est parfait. Et c'était de la co-construction. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils l'assument après. Et ici, l'objectif qu'on m'a demandé, c'est d'être un accélérateur pour eux et non pas un frein. Ils ne devaient pas être bloqués à chaque fois dans Azure pour faire quelque chose. Parce que leur business, ce qui fait qu'ils gagnent de l'argent, c'est le workload, c'est showroom privé, pas Azure. OK. Donc, un cas extrême ici. Pour faire un parallèle avec la SGIB, 15 personnes qui s'occupent que des landing zones. Rien à voir. Secteur bancaire, contraintes de sécurité extrêmes, je ne rentrerai pas dedans, avec une volonté forte d'assumer les risques sécurité pour le compte des consommateurs. On dit aux consommateurs, tu t'occupes de ton business, nous on s'occupe de la sécurité. Voilà. OK. Quand on parle de résilience, on présente généralement ces tableaux-là. Et quand on me parle de ça, on me parle de résilience technologique. Ouais, mais si vous voulez vous lancer là-dedans, le 99.9, prenons l'indisponibilité par jour, ça me va très bien. Vous avez donc 1 minute 26 pour rétablir la situation. Ouais, 1 minute 26, ça veut dire que si vous n'avez pas industrialisé,
Si votre stack de monitoring n'est pas capable de remonter assez vite la détection de l'incident, la création du ticket, l'affectation du ticket à l'opérateur du niveau 1, l'automatisation de la réponse si c'est faisable, l'utilisation de procédures manuelles par un opérateur pour pouvoir corriger, l'escalade à un niveau 2, ça commence à faire beaucoup, qui va décider oui ou non de corriger ou de déclencher la bascule, bah dites-vous une chose, il va en falloir du monde pour faire ça. C'est bien de dire je veux de la techno qui puisse faire du 99.9, mais il faut de l'humain et énormément d'industrialisation. Dans le cas de l'ASGIP, pour nous, on a la majorité de notre process qui sont industrialisés parce que gérer plus de 300 souscriptions, on ne pourrait pas faire autrement. Il nous faudrait sinon une armée de Mexicains. Et pareil pour répondre aux incidents. Ce qui fait que nous, certains incidents peuvent être très impactants. Et il faut être capable de répondre. À 2 heures du matin, vous serez réveillé par un call en vous disant telle fonctionnalité ne fonctionne pas, faut débugger. OK. Encore faut-il avoir les personnes dans les équipes pour faire ça. Ah, le produit landing zone. Qu'est-ce qu'on met dans ma landing zone? On n'est pas encore dans la techno, je suis désolé. On va commencer par quelques règles. Ma première règle, c'est you build it, you run it. Si vous la construisez, c'est vous qui l'exploitez. Vous ne pouvez pas la faire exploiter par quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas dire, je vais prendre Infosys en Inde et vous allez opérer mes landing zones. Pour une raison fort simple. En Inde, Infosys va prendre vos procédures, les dérouler. Ouais. Est-ce qu'il comprend quelque chose de votre business? Non. Ah, donc quand il va prendre certaines décisions, c'est en l'absence de connaissance de cause. Ouais. Et s'il ne sait pas, contractuellement, ce qu'il fera, c'est revenir vers vous. Ouais. Donc finalement, ça ne va pas apporter grand-chose. Il n'y a que vous qui connaissez votre business. Donc l'externaliser, ça ne marche pas. Dogfood, testez-le avant de livrer à vos consommateurs. Pourquoi? Parce que sinon, ça vous revient automatiquement et c'est un produit que vous vendez. Si vous vendez un produit de mauvaise qualité, vous savez ce qui se passe. Moi, je m'en sers énormément, mais avec mes juniors que j'embarque sur les projets. Je leur dis, voilà, la nouvelle version de la landing zone, tu vas la déployer, tu vas la tester, tu vas dérouler les procédures d'onboarding et tu vas tenter de déployer les workloads qu'on utilise comme test pour vérifier qu'est-ce que ça marche bien. Et d'un point de vue extérieur, il est capable de me dire, est-ce qu'il est capable de le faire, ce qu'il en a compris, ce qu'il n'en a pas compris, ce qui échoue, ce qui ne marche pas. Et j'ai besoin de ces points de vue extérieurs avant de donner ça à mes consommateurs. Parce que mes consommateurs, quand je leur donne ça, on arrive sur des applications en prod. Dans le domaine bancaire, se vautrer sur de la prod, ce n'est pas une bonne idée. Il y a beaucoup de discussions après avec des gens pas sympas. Grand pouvoir implique grande responsabilité. Spider-Man, c'est connu. On est tenté de dire, je vais faire plein de choses technologiques et je vais le faire moi-même. Très bien. C'est tout à fait faisable, c'est ce qu'on fait à la SGIB. Mais le jour où la brique technologique que vous avez designée tombe en panne, je peux vous garantir que ça se passe mal. Est-ce que dans vos équipes, à 2 heures du matin, un samedi matin, vous avez assez de personnes pour pouvoir débugger le problème? Cas concret, pour mon client actuel, on a été capable de produire un service qui ouvre dynamiquement les flux sur Azure Firewall en provenance des 300 souscriptions. Imaginez que ce type de service se mette à tomber en panne. C'est pas marrant. Dites-vous que dans notre équipe, nos managers savent que dans ce genre de situation, ils peuvent compter sur 2 à 3 personnes, internes, externes. OK. Encore faut-il avoir les personnes et les capacités pour le faire. Il faut l'assumer. Parce qu'un jour, je vous l'ai dit, ça va planter. Soit ça plante parce que c'est une erreur de votre part, soit parce qu'il y a vraiment une erreur, soit une méconnaissance qui a donné une erreur. Là aussi, c'est de votre part, mais ne connaissant pas ce que faisait le consommateur dans sa landing zone, vous pouvez parfois aller à l'encontre et donc planter une landing zone. Ça m'est arrivé. C'est dommage. Et enfin, il reste le cas, bonjour, c'est Microsoft le coupable. Si vous avez souvenir récemment, par exemple, il y a eu une indisponibilité, je crois que c'était en juin, du portail Azure. OK. Et l'incident disait, disponibilité West Europe, pardon, excusez-moi, ce n'est pas le bon incident. Et cet incident disait dégradation forte des performances d'interconnexion au sein du data center West Europe. Donc, forte instabilité réseau. Et le message s'est terminé par déclencher vos DRP. Allô, vous voulez qu'on déclenche le DRP de 150 applications comme ça? Ça va être compliqué. Je peux vous garantir que quand vous en arrivez à cette situation, vous n'êtes pas prêt. Je peux vous le garantir. Donc là, il y a un petit peu de travail. Mais il va falloir vous dire comment je fais ce jour-là. Pas réfléchir le jour J, déjà avoir un plan.
Toujours prouver que ça fonctionne. Pour le DRP, comme on vient de voir, mais pour vos consommateurs aussi. Quand ça ne marche pas, ils viennent vous voir. C'est logique, vous avez fourni Azure, ils viendront vous voir. Et il y aura des discussions. C'est des services que vous fournissez. Oui, donc si le service ne marche pas, c'est des discussions longues. Il faut toujours prouver. Le meilleur moyen qu'on a de prouver que ça marche, c'est ouvrez la télémétrie de votre service aux consommateurs. Soyez transparent sur les repos qui sont utilisés pour construire tout ça. Ça vous évitera beaucoup de discussions. Nos legacy workloads. Ne vous amusez pas à faire des projets landing zone pour juste dire je vais prendre des VM d'un côté et les mettre de l'autre. La valeur de votre landing zone, dans ce cas-là, elle est grande comme ça. C'est juste qu'on a fait déplacer la VM qui se trouvait d'un côté du PowerPoint, de côté du slide, de l'autre côté. Pour le manager, il n'y a pas beaucoup de valeur. C'est un projet de migration qui ne rapporte rien. Puis on a un autre problème ici. Le cloud, normalement, il y a un principe qui s'appelle Pets or Cattle. Est-ce que je veux gérer mes workloads comme du bétail ou comme des Tamagotchi? C'est ma version à moi. Le problème du Tamagotchi, c'est que devant, il faut quelqu'un pour s'en occuper. Si j'ai 200 VM, il me faut autant de dresseurs. Et donc, il me faut une armée de Mexicains. Et ça ne marche pas. Donc, je passe. Ce sont mes règles de conception des landing zones. On n'est pas encore dans la technique. Maintenant, il me faut une équipe. Ils vont travailler dessus, ils vont l'élaborer. Qui je mets dedans? Alors déjà, scoop, des internes, des externes. Pourquoi? Parce qu'en interne, on n'aide pas toutes les compétences. Donc, il va falloir onboarder des gens qui viennent de l'extérieur, qui ont une compétence technologique, et mixer ça avec des gens en interne qui ont la compétence interne, connaissance et des métiers de l'entreprise. C'est aussi pour ça que vous ne pouvez pas totalement externaliser. Et très clair, il va falloir être clair sur qu'est-ce que c'est mon projet landing zone. Qu'est-ce que je mets dedans? Est-ce que je vais avoir d'identité? Est-ce que je vais avoir du réseau? Normalement, non. Est-ce que je vais avoir, et quelle va être l'offre technologique qui va être intégrée? Alors, certains me diront, ouais, on va faire du Kubernetes. Oui, c'est très bien. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire dès le début? Je ne sais pas. Est-ce que c'est judicieux de mettre ça dès le début? À Sglib, on l'a fait. Ça nous a pris beaucoup de temps. Pourtant, on pensait être prêt. On pensait avoir les talents, on pensait avoir l'équipe. Mais bizarrement, c'était plus long que prévu. OK. Donc, faites des bons choix. Vous engagez-vous sur des sujets que vous pourrez maîtriser. La co-construction. Nous, ici, la co-construction, on l'a fait avec nos premiers consommateurs. Ils connaissaient leur métier mieux que nous. Avantage, ils étaient à côté. Et cette co-construction nous a permis d'avancer très vite, d'avoir des hypothèses, leur soumettre. Et cette co-construction s'est aussi appliquée à des personnes extérieures à l'équipe. Je pense aux gens du réseau, de la sécurité. On leur a dit, venez dans l'équipe, détachez 1 jour par semaine, 2 jours par semaine. On ne va pas s'amuser à faire des allers-retours. On conçoit une landing zone tous ensemble, on conçoit un produit. Donc, vous êtes intégrés à l'équipe et on va construire un produit ensemble. Parce que les allers-retours avec les équipes sécurité pour valider des analyses de risque, c'est très bien, mais chaque analyse de risque de chaque service Azure prise indépendamment, oui, chaque service est sécurisé. Maintenant, quand vous avez tout assemblé, bizarrement, vous ne pouvez pas utiliser la landing zone. Vous voyez, on n'a pas regardé le produit complet. Vous allez créer une culture, celle de votre équipe, celle que vous allez projeter. Si vous êtes intelligent, vous ouvrirez les repos et permettrez à vos consommateurs de voir comment vous avez fait. Comme ça, vous allez pouvoir projeter votre culture cloud à vos autres consommateurs. Ils pourront, pour certains cas, s'inspirer et comprendre comment vous avez réussi à faire votre première application cloud qui finalement sert à tout le monde, la landing zone. On va recruter les talents. Ouais, on cherche tous le mouton à 18 pattes, il n'y a rien à faire. Vous savez bien, ça n'existe pas. Donc, il va falloir faire des choix. Trouver des profils qui font tout, non. Trouver des profils en double, non plus. Dans l'équipe, je ne veux pas avoir 2 experts Kubernetes, pour une raison fort simple. Si je leur dis, voilà les inputs, faites-moi l'archi, je vais avoir 2 versions différentes parce que l'écosystème Kube est tellement grand que des produits différents, on va en avoir, des approches différentes, on va en avoir. Ce que j'ai besoin, c'est d'un lead et que je vais associer avec une autre personne pour former des binômes. Et ce binôme, comme ça, le second va pouvoir monter en compétence sur la compétence primaire du premier et inversement. Et ça marche super bien. Moi, j'ai formé des binômes avec infra-dev. Je suis l'infra, je suis à la base un scripteur fou, on va dire ça comme ça. Et de l'autre côté, j'avais un dev. Quand moi, je faisais du Terraform, oui, j'ai ma manière de faire du Terraform. Le dev a sa manière à lui. J'ai appris beaucoup de choses et lui a appris beaucoup de choses d'un point de vue réseau sécurité. Ce qui fait que petit à petit, on est tous montés en compétences sur nos sujets respectifs. Et grâce à ça, on a formé une équipe qui permet d'adresser tous les sujets. Et c'est grâce à ça qu'on peut dire, on n'est pas obligé de dire tel sujet sera traité par telle personne, mais elle peut être traité par N personnes avec le temps.
Votre équipe sera évolutive. Donc, on forme des binômes, vous avez compris. Votre équipe sera évolutive. Il y a des compétences que vous n'avez pas besoin tout de suite. Bonjour, j'ai besoin de compétences FinOps. Ouais, vous n'avez aucune application dans le cloud. Qu'est-ce que vous voulez optimiser sur la facture? Il n'y en a pas. Oui, il faudra une culture FinOps, oui, mais pour avoir une culture FinOps, il faut avoir déjà une culture de l'industrialisation. Sinon, ça ne sert à rien. Donc oui, ça viendra plus tard, comme peut-être Kubernetes ou OpenAI, puisque c'est un grand sujet du moment. Soft skills, ouais, il faut des hard skills, mais en tant que consultant, il nous faut aussi des soft skills pour communiquer, parce qu'on va devoir vendre la landing zone à des équipes de managers, mais aussi à des équipes techniques, les convaincre qu'on a fait les bons choix. Notre équipe, elle reste agile. Donc, c'est une petite équipe. Au-delà de 10 personnes, il va falloir commencer à se poser la question de splitter. Ceux qui vont gérer le tooling, ceux qui vont gérer le produit qui en découle, et ceux qui feront le support ou les outils tierces et l'intégration des outils tierces, par exemple. Support. On y passe tous par rotation, s'il vous plaît. Pourquoi? Pour les juniors, ça permet, de les former, leur monter, voir l'étendue du périmètre que vous gérez. Alors oui, au début, je suis d'accord, c'est difficile. Mais petit à petit, déjà, ils découvrent le sujet. Soit ils lisent de la doc, qui n'existe pas forcément, je suis désolé, soit ils sont confrontés au cas et en les aidant, ils montent déjà en skill sur ces sujets. Et ça nous aide aussi parce que s'il y a des trous dans la doc, si ce n'est pas clair pour eux, ne cherchez pas, c'est même pas clair pour nos consommateurs. OK. Et pour les seniors de l'équipe, on fait aussi du support. Déjà, nous, on va beaucoup plus vite, mais surtout, on commence à se rendre compte qu'il y a des sujets qui reviennent régulièrement. Et c'est là qu'on va trouver des sources d'amélioration. On a des consommateurs, à chaque fois qu'ils nous demandent une landing zone, derrière, ils nous demandent des SPN. OK. Donc, ce serait bien de leur livrer en même temps. Dans mon client actuel, ça s'appelait MySPN. Automatiquement, avec la landing zone, était livré déjà des services principaux pour différents usages. Le consommateur a pu les demander. Puis en plus, la rotation des secrets est automatique. Luxe, parce qu'on ne voulait pas gérer la suite. Formation, vous avez compris, il y a plein de sujets sur lesquels il va falloir monter en skill. Cas concret du Terraform. Commencez à monter vous former entre vous sur du Terraform, de préférence par des gens qui viennent du dev. Ça permettra de monter vous en skill, mais aussi de réutiliser ces modules de formation pour faire l'onboarding de vos consommateurs, pour qu'ils comprennent comment bien faire du Terraform pour eux. L'avantage, c'est que cet asset, vous l'aurez produit et permettra de faire de l'onboarding de vos consommateurs. Parce qu'au début, ils découvrent Azure, Kubernetes, l'infra as code, Azure DevOps, GitHub. Ça fait beaucoup. Si on peut leur simplifier la vie, ils passeront plus de temps sur leur business que sur de la plomberie. Tout projet commence avec le produit Landing Zone. Mais au tout début, j'ai des interactions. Mes consommateurs, oui, ils souscrivent à mon produit, ils vont le consommer, ils vont me produire des feedbacks. Et très tôt, j'ai 2 interlocuteurs techniques et il y en a un, je vais éjecter tout de suite. C'est l'identité. Je ne veux pas avoir à gérer l'identité dans ma landing zone. Pourquoi? Il y a déjà des gens qui gèrent depuis 10 ans l'identité dans l'entreprise. On a déjà de l'Office 365, donc on a déjà un Microsoft Entra ID. Comme ça, je n'ai pas dit Azure AD. Parfait. Et ils gèrent déjà l'identité. Pourquoi je devrais réinventer la roue? Ça ne sert à rien. Donc moi, je vais m'en servir, leur dire, OK, vous avez les utilisateurs, ils sont membres de groupes, parfait. Moi, je vais consommer des groupes pour faire des rôles assignment sur mon produit Landing Zone. Parfait. Ma dépendance est donc limitée. Pourquoi je fais ça? Parce que si je commence à avoir des dépendances fortes, ça devient compliqué à gérer. Et j'ai une dépendance forte avec le réseau. Une landing zone où je n'ai pas de réseau, ça ne sert pas à grand-chose. J'ai eu un cas concret avec un de mes clients. Le landing zone, le produit est totalement industrialisé, ça se pilote par API. En 40 minutes, on déploie une landing zone. Le client est très content, sauf un petit détail. Il a touché sa landing zone, il a reçu un mail qui lui dit qu'elle est prête, il s'est connecté au portail Azure, il a créé une VM, il a tenté de s'y connecter depuis on-prem. Et là, il y a eu un bug. Le bug, c'est que dans mon process d'industrialisation, vu qu'il y a une très forte dépendance avec le réseau, qu'on n'était pas encore aligné, nous, on s'est arrêté à un point. Création, ticket de changement à destination de l'équipe réseau, création des routes. Ouais, mais eux dépilent le ticket manuellement. Ouais. Donc, il va falloir travailler, il va falloir mettre l'équipe réseau au niveau, qu'on se mette d'accord sur comment on va s'intégrer entre nous pour former un écosystème. Le consommateur, cette dépendance, lui, il ne la voit pas et il ne veut pas le comprendre. Il a souscrit un produit, pour lui, ça doit marcher. Donc, c'est un très gros point de dépendance au début. Il faut convaincre les équipes réseau, malheureusement. On y arrive. Donc, si je dois récupérer le réseau dans mon périmètre, OK, mais l'équipe ne sera pas la même. On continue. Je vais élaborer mon produit, mais très vite, je vais avoir ce que j'appelle les acteurs historiques. Je ne peux pas le nommer autrement.
Ben, il y a un problème, hein. Si on commence à aller dans le cloud, c'est que ça ne va plus on-prem. Si ça ne va plus on-prem, les budgets ne vont plus aux mêmes personnes. Donc, c'est un jeu de pouvoir. Et quelque part, les acteurs historiques tentent d'influencer le produit Landing Zone. Ce serait bien de faire ça, ça, ça et ça comme nous. Oui, mais si on fait le même produit que vous, quelle est la valeur ajoutée différenciante pour le consommateur? Qu'est-ce qui fait qu'il va aller de l'autre côté? Bah, pas grand-chose. Donc, il faut arriver à les convaincre d'éviter ça. Malheureusement, ils influencent aussi la sécurité, qui, elle, produit un effet tunnel. Je validerai quand j'aurai compris. Je schématise, mais c'est ça. Et là, il faut que je fasse ça par étapes. Je dis, OK, on va prendre des choses très concrètes, on va prendre des métriques, les risques de sécurité avérés remontés par le SOC. Donc, ce n'est pas moi qui vais dire, il va y avoir un arbitre, et ce sera le SOC. Je fais tout ce qu'il faut pour que la landing zone intègre le SOC, remonte la télémétrie de sécurité, le SOC me remonte les incidents, je prouve que je gère ces incidents, comment je les résous, comment je m'intègre au process de résolution, à quelle vitesse je les résous, quelle réponse j'apporte. Avec ces métriques, je prouve à la sécurité qu'on va dans la bonne direction et je les rassure. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple après. Sinon, c'est très compliqué. À chaque validation, c'est long. Continuons. Parce qu'on n'en a pas encore fini, malheureusement, nos consommateurs. Non, on est comme tout premier consommateur. Après, il faut vendre. Quand on a nos premiers consommateurs, il faut aller plus loin. Alors, on a suivi 2 chemins. À la Thales Digital Factory, on a fait du marketing. Pourquoi? Parce que le groupe Thales est grand. Et regardez, on s'appelle la Thales Digital Factory, on a fait des landing zones. Ouais, pour envoyer des mails, il n'y a pas grand monde qui répond. OK. Faisons en sorte de mettre en avant notre produit. On est allé voir l'équipe marketing, on leur a dit voilà, ça c'est notre produit. Certes, il y a un risque qu'ils l'interprètent, mais par contre, ils en ont fait la promotion et on a pu toucher un maximum de consommateurs. Ils sont venus nous voir, donc ça a ramené du monde. Moi, c'est important parce que si je n'ai pas de visibilité de futurs consommateurs qui rentrent, je ne peux pas justifier d'avoir un backlog, je ne peux pas justifier d'avoir une équipe, je ne peux pas justifier d'avoir du budget. On n'est toujours pas dans la technique, hein. Il faut arriver à justifier d'avoir une équipe pour faire tout ça, malheureusement. L'approche qui était retenue à la SGIB, c'était ce que j'appelais moi le digital advisory. Des gens internes qui connaissent les métiers de la banque, qui ont des bons contacts et qui savent prendre notre produit et le contextualiser pour différents consommateurs, leur dire voilà, toi, si tu migres, tu connais le coût de ton produit on-prem, tu sais combien ça coûte. Moi, j'ai ce produit, en le contextualisant comme ça, on peut migrer ton produit dans Azure. OK, le coût, ce serait ça. Est-ce qu'il y a un gain financier? Ouais. Ça gère à ce niveau-là et ça peut être que des gens internes. Il faut avoir accès au coût, au carnet d'adresse, ainsi de suite. L'intérêt pour moi, oui, il influence un peu mon produit, mais par contre, il me dit, premier trimestre, tu as ces consommateurs, deuxième trimestre, tu as ces consommateurs, et ce troisième trimestre, tu as ces features, tu auras ces consommateurs en plus. Félicitations, il me remplit ma backlog et il me garantit que j'ai toujours une équipe pour continuer à faire des landing zones. Parfait. Tout se passe bien, mais à un moment, il faut scaler. Le problème qu'on a maintenant, il est technique par contre, c'est que nos consommateurs consommant nos produits, ils doivent de temps en temps avoir des problèmes. Si on continue nous-mêmes à faire du support Azure, ce qui se passe au début, vous ne faites plus du support Azure. Il faut trouver le moyen d'externaliser ça très tôt pour ne garder que le support landing zone chez vous et externaliser le support Azure à une autre équipe. Sinon, vous ne pourrez pas scaler. Vos équipes seront noyées tous ces sujets-là et vous n'avancerez plus. Donc, on a dépassé ce stade-là, la SGIP, ça va, on y est arrivé. Allez plus loin, je suis presque dans les temps, allons-y. À quoi ça ressemble à la fin tout ça techniquement? On va partir de quelque chose de très schématique. À gauche, vous avez l'environnement de dev, à droite, vous avez la prod. L'idée de dire une landing zone, c'est un assemblage de building blocks qu'on va héberger dans des conteneurs. Pourquoi les conteneurs? Parce que l'avantage, c'est portable, c'est modulaire, et on peut facilement déployer sur son poste de travail la landing zone avec VS Code. Ça marche super bien. Et comme ça, on est capable de faire son propre environnement de développement isolé. Donc, on peut avoir N développeurs développement des composants différents de la landing zone, puisque ce sont des conteneurs différents. À la fin, on les assemble. On tag les paquets, les images avec des versions. Et on utilise des chaînes CI/CD déjà pour reconstruire des landing zones chez nous en dev, en QA. Et ensuite, ces mêmes pipelines sont utilisés pour déployer à grande échelle en prod, pour créer des landing zones, pour mettre à jour des landing zones. Votre produit vit, vous rajoutez des features, donc il faut pouvoir mettre à jour les landing zones existantes. Pour moi, vous n'êtes pas encore capable de faire de la prod de landing zone si vous n'êtes pas capable de mettre à jour des landing zones. Vous verrez, parfois, ça peut être très rigolo. Et
À la base, ce que vous avez là, c'est showroom privé. C'est des pipelines de déploiement. Point. Maintenant, on peut pousser la logique un tout petit peu plus loin. Au-dessus de ces pipelines, on peut avoir besoin d'autre chose. Un pipeline de création de landing zone, c'est bien. Un pipeline de mise à jour de landing zone, c'est bien. Un pipeline de suppression, c'est bien. En fait, il y a d'autres activités dans tout ça. Prenons un peu de hauteur. Ce que vous voyez là, c'est une partie du schéma de l'orchestrateur qui déploie les landing zones à la Thales Digital Factory. Ce que vous voyez à gauche, c'est ServiceNow. Ben oui, les consommateurs souscrivent à leur landing zone, non pas à travers un portail spécifique, mais à travers le portail de demande de Thales. Donc, ils remplissent tous les champs qui vont bien. Il y a des checks sur le code de facturation et ce genre de choses. Et derrière, ça déclenche une mécanique. Ben, cette mécanique, c'est que derrière, on a différentes API pour faire les créations, mises à jour, ajout de fonctionnalités, demande de range IP, rendre des range IP, qui sont exposés à travers des Azure Functions. Vu que chaque landing zone a des caractéristiques, des range IP, du paramétrage, il faut stocker ces informations. On a choisi une base de données Cosmos DB. OK. Et ces API permettent de déclencher les pipelines qu'on vient de voir tout à l'heure, qui vont être instanciés sur des scale sets sur lesquels tournent nos conteneurs Docker. Donc, vous comprenez que le Virtual Machine Scale Set, quelque part, c'est un cluster Kubernetes. Et là, on a une mécanique un peu plus évoluée. Et ce que vous avez là, par exemple, c'est l'APIM de ce client, où on a tous les endpoints disponibles. Création de souscription, annulation de souscription en échec, mise à jour de souscription, upgrade de souscription, et ainsi de suite. C'est toutes les actions qu'on peut demander. Et pourquoi on a fait ça? Parce que les process d'upgrade de souscription, c'est long. Donc, si je peux les industrialiser, c'est bien. Mais appeler chaque endpoint pour mettre à jour chaque API, c'est chiant. Donc, très vite, on est arrivé à se dire à l'idée, si je pouvais faire une CLI qui appelle ces API pour industrialiser tout ça à l'échelle supérieure. Mets-moi à jour 300 souscriptions. C'est ce qu'on voulait faire à la fin. Alors, on est arrivé à ça. On a développé ce qu'on appelle l'AEMS, la CLI AEMS, qui permet de faire un certain nombre d'actions. Et appliqué à grande échelle, je suis capable de faire des upgrades. Cas concret ici, j'ai masqué un petit peu, mais j'ai sorti la liste des souscriptions de non-production. Je leur ai demandé d'afficher leur statut. Je vois que j'ai différentes versions de landing zone, donc je vais faire des upgrades vers les mineurs puis les majeurs pour différentes souscriptions. On voit que j'en ai une qui est en échec, il va falloir que j'y remédie. Et je vais pouvoir prendre cette liste, il y en a près de 300, et lui dire voilà, crée-moi 300 pipelines de mise à jour. Derrière, on a fait juste qu'industrialiser petit à petit par étape. On n'a pas créé le tooling de bout en bout en one shot. Un script qui tourne dans des conteneurs, qu'on a mis ensuite encapsulé dans des pipelines. On a mis des API devant, qu'on a exposé avec un APIM, par étape. La fin. La conclusion, c'est, vous avez déjà vu ce slide, passez déjà plus de temps sur cette partie-là avant de parler landing zone. Parce que si je n'ai pas les réponses à ces questions, moi déjà, j'ai bugué quand je vais dialoguer avec vous parce que je ne sais pas ce que je vais devoir construire. Oui, il y a des architectures sur étagère disponibles dans le Cloud Adoption Framework, mais si vous les montrez à une PME, ils vont partir en courant parce qu'ils penseront que c'est hors sol. Ça ne correspond pas à leurs besoins. Et je suis désolé, ils auront raison. Donc, faites attention. Finissons-en. Alors, si les sujets vous intéressent, on a déjà, nous, publié 2 Rex sur ce sujet, ceux d'ALD et ceux de la Thales Digital Factory. Je vous invite à les suivre. Et côté lecture, la mise en place d'une Digital Factory, j'avais oublié celle-là, pardon. Là, on est plus dans la stratégie aussi. 2 lectures Microsoft. Le Cloud Adoption Framework. Les gens me disent, je connais. Non, déjà, ça se met à jour très régulièrement. Et il y a une section que moi, j'adore lire régulièrement, c'est les anti-patterns. À chaque fois que chez Microsoft, ils ont trouvé que des projets ont échoué ou n'ont pas donné les résultats attendus, ils ont commencé à creuser le pourquoi et ils vous disent voilà où ça a échoué et à quel endroit de la doc du Cloud Adoption Framework ça fait référence. Bizarrement, à chaque fois, on revient sur la stratégie, la planification. Donc, si vous voulez vous benchmarker pour savoir où est-ce que vous en êtes, allez lire cette section. Je pense que ça peut être très utile. Je pense que j'ai dû faire le tour parce que mon dernier slide, c'est celui-là. J'espère vous avoir intéressé sans faire de technique. Donc, vous comprenez que le prochain que j'animerai sera entièrement dédié à la technique. J'espère que le sujet vous a plu.
Très intéressant. Honnêtement, je pensais pas qu'on pouvait aller aussi loin dans l'automatisation quand tu parles de, par exemple, de créer un CLI pour gérer les landing zones. Enfin, ça va Mais loin, ça, quoi. c'est le règle du support, parce que derrière, comment on faisait avant, ben, on prenait le portail API, mais on faisait les appels par souscription par souscription. Mmh mh. OK, qu'est-ce que ça fait, ça? OK, ça fait un curl avec une authentification. Ouais, on doit pouvoir faire ça autrement. Mais derrière, c'est parce qu'il y a un dev qui a regardé le truc. OK, il y a un truc à faire. Ouais. Mais à notre service à nous. Ce qui fait qu'on peut passer plus de temps sur d'autres sujets que sur des sujets de support qui nous absorbent et qui n'apportent pas de valeur aux consommateurs. Clairement, clairement. Est-ce que quelqu'un a des questions? Quelqu'un de l'auditoire? Non, tout semblait clair? Limpide? Waouh! Alors, comme je l'ai dit, c'est un sujet qu'on a déjà, pas la première fois que je le rejoue, puisqu'on a fait Paris, Lyon, Nantes, ici maintenant, qu'on enrichit régulièrement, déjà en fonction du retour des nos clients consommateurs et nos retours à nous. Je ne peux pas tout partager parce que certains, entre autres, SGIB m'interdira de le faire. Mais si le sujet vous intéresse, la SGIB organise un meet-up fin du mois. Comment, à la SGIB, on gère 400 clusters à 4 personnes, à caisse. C'est volontaire de notre part depuis le début. Il y a une raison à ça. Et comment on a atteint cet objectif? C'est Et quelque chose de présentiel ou pas? c'est présentiel, malheureusement, oui. Il faut s'enregistrer parce qu'il faudra avoir des badges nominatifs. D'accord. Et ce sera à Val-de-Fontenay. OK. Bon, bah, écoute, personne semble avoir de questions. Je vais juste, te remercier, pour cette, session super intéressante et là, on voit qu'effectivement, la partie technique, c'est loin d'être la première étape à envisager lorsque tu parles de landing zone, donc C'est l'erreur que c'est font beaucoup de décideurs, c'est qu'ils voient la définition, ils pensent que c'est qu'un projet technique, ils le donnent à un chef de projet technique. ouais, 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 Alors qu'ils ont beaucoup de travail à faire. effectivement. L'adoption, ce n'est pas automatique. Il faut travailler l'onboarding. Et ça, c'est un des sujets qu'on a appris chez tous nos clients. Ce n'est pas parce qu'on a la meilleure landing zone techniquement du monde que les clients vont venir automatiquement. Il va falloir faire quelque chose pour ça. Soit il y a des gens qui les convainquent, soit nous qui les convainquent en faisant la pub. C'est Ouais. très simple, mais c'est ça. D'ailleurs, j'avais juste une petite question. Tout à l'heure, tu demandais justement, par Quels sont vos critères de succès? alors non, c'était pas celle-là, c'était plus par rapport au fait que, tu as une équipe qui déploie leurs applications on-prem et tu dois les convaincre à aller dans le cloud, en fait. Ouais. Tout à l'heure, tu avais donné un élément qui était, plus pécunier. Oui. Maintenant, en dehors de cet argument-là, quel autre argument on pourrait potentiellement trouver, en fait? Euh, la résilience qu'on n'a pas forcément on-prem ou la même, et les exigences réglementaires qu'on a à respecter. Elles évoluent régulièrement. Mmh. D'accord, d'accord, Et d'accord. pour certains, c'est très compliqué. Pour certains, c'est très compliqué à respecter. Et ça, il y a ça, plus l'aspect innovation. Concrètement, il y a des clients qui sont bloqués on-prem, simplement parce qu'ils n'ont pas les capacités on-prem. On ne peut pas produire ce service on-prem. Je vais prendre un très bon exemple, parce que là, il est extrême. Bonjour, est-ce que je peux avoir l'équivalent de OpenAI on-prem? Mmh. Technologiquement, oui. Il faut juste prévoir le data center et les millions d'euros pour pouvoir héberger les serveurs avec les cartes graphiques qui vont bien. Et encore, là, on n'est que sur la techno. On n'a pas alimenté le modèle, on ne l'a pas fait tourner, on n'a pas eu des centaines de data scientists qui ont travaillé sur le sujet. Ça, D'accord. concrètement, je ne peux pas l'avoir on-prem. Mmh. Côté data, pareil. Oui, je peux faire du data lake, j'ai des solutions de data lake pour faire du data lake on-prem, mais quand je commence à parler en péta, euh, mes bêtes disques commencent à avoir des soucis. Donc, c'est aussi pour ça qu'on se tourne vers le cloud. Des possibilités qu'on ne peut pas avoir on-prem, ou alors un ticket d'entrée qui est trop grand pour un seul use case. Ouais, OK. OK, OK.
Merci en tout cas pour la Les réponse. clusters de calcul, par exemple, oui, on en a besoin, on peut les faire on-prem. Dans le cloud, j'ai des clients, leur cluster de calcul ne s'instancie que lorsqu'ils en ont besoin. Quand ils n'ont plus besoin, j'ai des milliers de cœurs qui disparaissent. On-prem, c'est pas possible, ça. Ouais. D'autres questions? Merci en tout cas. De rien. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je coupe l'enregistrement et je vous propose un petit jeu. Je vais poser une question. Alors attendez, hop, j'arrête l'enregistrement. Tac, évidemment.